Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour. Alors votre vie, votre parcours font de vous quelque part une enfant de la République. Votre père, chirurgien, Élie Buzyn, déporté avec sa famille à Auschwitz, n'a eu de cesse jusqu'à sa mort de passer le relais, de transmettre la mémoire de la Shoah. Votre mère, psychologue, a été une enfant cachée, un environnement familial qui a sans doute contribué à faire de vous un médecin hématologue, professeur des universités, praticienne hospitalière, et ce, avant donc de devenir la ministre de la Santé d'Emmanuel Macron en 2017. Alors, est-ce juste de dire aussi que chez vous, il y a cette volonté de servir la République et ses valeurs? Oui, servir le collectif, Ouais. servir les hommes et les femmes, et évidemment servir la République française parce que j'ai été totalement élevée dans ces valeurs d'universalisme Mmh. qui me parlaient, qui m'ont portée. Et donc, j'ai toujours eu envie de m'engager pour les autres. Mmh. Et même lorsque j'étais médecin à l'hôpital, j'aimais les actions collectives. J'aimais travailler pour le collectif, pour l'hôpital, bien au-delà de ma seule pratique vis-à-vis de mes malades. Justement, l'hôpital, d'abord la médecine. Être médecin, c'est quoi pour vous? C'est réparer, Mmh. réparer les douleurs, les souffrances, la maladie. C'est améliorer la vie des gens, Mmh. c'est les accompagner. Et quelque part, c'est aussi ça la politique. C'est pas étonnant quand on devient médecin qu'un jour on puisse être porté vers l'action publique et l'action politique. Réparer, vous dites. Je crois que quelque part, c'est aussi le rapport de votre père à la médecine. Réparer, le besoin de réparer l'autre, qu'il a eu en tête après Auschwitz. Absolument, je pense qu'il a été le Qui témoin est de... devenu médecin pour ça. Absolument, témoin de tant de souffrances. La médecine était une évidence, il fallait s'occuper des autres, réparer la douleur et réparer le vivant. Il est devenu chirurgien orthopédiste, c'est de la chirurgie réparatrice, Mmh. et je crois que c'était vraiment sa vocation. Et sa vocation, et puis une vocation, en tout cas un parcours très particulier. Oui, un parcours hors norme, ça pourrait être un film d'aventure quasiment, l'histoire de mon père, puisque à la sortie des camps, il était orphelin. Il est parti à l'époque, dans ce qu'on appelait la Palestine, et Il avait quel âge? il devait avoir 17 ans en Mmh. sortant des camps, et orphelin, il s'est retrouvé pris dans ce mouvement. Il a vécu quelques années en Palestine jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par un oncle à Paris, qui lui a permis d'acquérir le français, de passer son bac, puisqu'il avait arrêté ses études à l'âge de 11 ans dans le ghetto de Lodz. Donc il a appris le français, passé son bac en français et démarré des études de médecine à l'âge de 25 ans, Mmh. à l'âge où les autres les finissent. Mmh. Voilà, et avec une obsession, traiter chaque humain, chaque individu pour ce qu'il est, sans regarder la religion. En fait, c'était quelque chose de très puissant chez mon père. C'est qu'il regardait chaque humain comme une entité qui méritait d'être sauvée. Mmh. Et tout le monde était traité pareil, et ça, il me l'a inculqué aussi. Et alors, vous dites réparer. Mmh. Réparer de votre père, le vôtre aussi. C'est ce qu'il y a dans la religion juive, le tikkun olam. Réparer l'humanité. C'était réparer le monde. C'est l'un des concepts du judaïsme. C'est ça aussi quelque part. Oui, Même si c'est pas lié directement à ça, mais il y a ça aussi dans le judaïsme, réparer. certainement, c'est-à-dire vouloir être utile au monde. Mmh. Probablement. Après, c'est une ambition peut-être démesurée. En tous Ouais. les cas, être utile déjà à ces malades, Mmh. être utile en ce qui me concerne au service public de la santé, être utile en politique pour servir les gens, servir les Français. C'est probablement la ligne directrice, une des lignes directrices de ma vie. Et alors justement, la santé, la médecine, l'hôpital. Pourquoi avoir choisi l'hôpital? Pourquoi avoir choisi l'hématologie? Parce que c'est pas courant, hein. Non, c'est Surtout une... dans la jeune génération. Oui, c'est une spécialité assez rare. À l'époque où je l'ai choisie, elle était exercée essentiellement dans l'hôpital public, pratiquement que l'hôpital public. Dans cette spécialité, j'ai choisi la greffe de moelle pour le traitement des leucémies. La greffe est une sous-spécialité dans l'hématologie qui n'est réalisée que dans très peu de CHU, essentiellement des CHU.
et qui ne peut pas s'exercer dans le privé. Et c'était très clair pour moi que je voulais d'abord l'exercice hospitalier parce que c'est un exercice collectif. On travaille en équipe et j'ai toujours aimé ça. Et deuxièmement, je ne pouvais pas imaginer avoir des rapports d'argent avec mes patients. En fait, Pourquoi? je ne me sentais pas quand on... Mais c'est probablement... bon, voilà, c'est une névrose que je n'ai pas encore expliquée, mais je ne me voyais pas demander de l'argent à la fin d'une consultation. C'était pour moi quasi impossible. Et donc, je préférais un exercice salarié et hospitalier public. Alors, l'hôpital, encore. Est-ce qu'il est juste de parler de dégradation de l'hôpital public? Alors, oui, bien sûr, on peut parler de difficultés en tous les cas. Après, on mélange. Certains hôpitaux vont bien, certains vont mal. Les raisons sont multiples. Et en fait, notre système de santé subit une transition. C'est une longue transition. Une transition qui va durer une vingtaine d'années et qui est liée... Encore une vingtaine d'années. Encore une dizaine d'années, je dirais. On est vraiment au milieu de cette transition, d'où les tensions. On appelle ça une crise, mais en fait, ce n'est pas une crise, c'est une vraie mutation. Une mutation d'un système où l'hôpital était central, où il avait la majorité des moyens, et où on voit maintenant, à cause du vieillissement de la population, du nombre de malades chroniques, des territoires qui sont aujourd'hui désertifiés sur le plan médical, on voit qu'on a un besoin de médecine de proximité, qui accompagne les gens à leur domicile, ce qu'on appelle le virage ambulatoire, domiciliaire. Et on a donc complètement besoin de transformer notre système de santé qui a été formé dans les années 60 et centré sur l'hôpital public. Après, l'hôpital a pâti d'un certain nombre de réformes, notamment des réformes de la tarification qui ont été dévoyées avec le temps, d'une baisse de moyens. Oui, d'une baisse de moyens parce que voilà, il a fallu répartir les moyens entre le public, le privé, la médecine libérale. Les 35 heures? Les 35 heures ont été difficiles. Il y a énormément de facteurs, en fait. Il n'y en a pas qu'un. On a essayé de redresser la barre. J'ai lu une tribune dans Le Point récemment qui disait toutes les réformes ont été nulles. Non, les réformes n'ont pas totalement réussi à réparer le système, mais elles font que le système, enfin, en tous les cas, il aurait pu être encore plus gravement atteint. Et je pense que les réformes qui ont été mises en place, que ce soit par Marisol Touraine, qui avait commencé déjà, puis les miennes, Ma Santé 2022, permettent de limiter la dégradation et d'aller vers un mieux qui va prendre encore quelques années. Il y a eu les réformes de Marisol Touraine, la vôtre. Il y en a eu d'autres après avec Olivier Véran. Ça veut dire qu'on va passer de réforme en réforme? En fait, on améliore le système et c'est normal. En fait, aucun système ne peut être figé puisque le monde bouge, les besoins bougent, les professionnels eux-mêmes changent dans leur pratique. On voit bien que les jeunes générations ne travaillent pas comme l'ancienne génération. C'est vrai en médecine aussi. Et donc, face à un monde en mutation permanente, il est totalement normal de passer son temps à réformer pour adapter un système, en fait. Ça n'est pas pour... on ne va pas trouver une solution miracle, mais le système aujourd'hui doit bouger. Il s'adapte. On sent les tensions, que ce soit en médecine libérale, entre les professionnels eux-mêmes. Il y a notamment un déficit de professionnels de santé partout dans le monde. C'est un problème absolument international. Précisément, il en manque combien? Alors, l'OMS évalue aujourd'hui à 15 millions le nombre de soignants manquants. Et il pense que ça montera autour de 20 millions dans les années 2030. Donc il y a urgence. Donc il y a urgence à former plus de professionnels, leur donner des perspectives. Et pas seulement en France et en Europe, aussi en Afrique, partout. Dans le monde entier. Ça, c'est un problème vraiment mondial. La désertification médicale qu'on connaît dans notre pays, en réalité, le monde entier est un désert médical, quasiment. Et donc, il faut former beaucoup plus de professionnels, leur donner des perspectives de carrière qu'ils restent dans la carrière, parce qu'on voit aussi qu'un certain nombre de professionnels s'en vont, ils sont fatigués, et donc il faut leur donner envie de rester. Ça passe par des conditions de travail améliorées, par l'outil de travail, par les salaires. Voilà, tout ça se transforme. Et alors, vous avez travaillé à l'OMS, vous avez voyagé, et en tant que ministre de la Santé, vous avez rencontré vos collègues, ministres des autres pays, que ce soit européens ou ailleurs dans le monde. Quand on compare la France aux autres pays, qu'est-ce qu'on dit de l'état de la santé, du système de santé et du système hospitalier français? Alors, le système de santé français reste un système très admiré. La qualité de la médecine, même si on peut tout à fait
nous objecter qu'il y a des difficultés d'accès aux soins dans certains territoires, mais globalement, la qualité de la médecine telle qu'elle est enseignée et telle qu'elle est pratiquée est très reconnue dans le monde. Ce qui nous est reconnu aussi, et on oublie de le dire, c'est que nous avons le reste à charge, c'est-à-dire ce que les Français sortent de leur poche pour payer la santé, le plus faible du monde. C'est 7% à peu près de l'ensemble des dépenses de santé qui vient vraiment de la poche des Français. Le reste est couvert par l'assurance maladie ou les mutuelles. Et ce système, il est tellement admiré qu'il est souvent cité en exemple comme le plus protecteur au monde, que ce soit en termes de personnes couvertes ou en termes de panier de soins couverts. Il est admiré et il est considéré comme un modèle pour l'OMS. Et pourtant, les Français n'en sont pas conscients. Non, parce que on voit toujours ce qui ne marche pas. On oublie quand même de rappeler ce qui fonctionne. Bien sûr, tout peut être amélioré, toujours. C'est la raison des réformes et c'est la raison pour laquelle il faut sans arrêt se poser la question de comment faire mieux. Mais n'oublions pas que malgré toutes ces difficultés, le système de santé français a tenu pendant le Covid. Ça n'a pas été le cas partout. Malgré toutes ces difficultés, nous avons encore une très belle qualité de médecine. Et malgré toutes ces difficultés, les patients français ont accès aux médicaments les plus innovants, sans rien payer de leur poche. Même si les médicaments plus innovants, ça veut dire des médicaments qui peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros par traitement. Voire 1 million. Voire 1 million. Hein, oui, pour certaines thérapies géniques, pour des maladies orphelines. Quelle que soit la personne qui en a besoin. Quelle que soit la personne. Et c'est pas le cas ailleurs. Mais c'est loin d'être le cas ailleurs. C'est loin d'être. Alors, vous parlez du Covid. On va parler de la crise du Covid. Vous avez écrit sur la gestion de cette crise dans ce livre journal qui a été publié en septembre chez Flammarion. Et donc, vous écrivez que cette crise a été un bouleversement pour vous, que vous l'avez immédiatement perçu comme médecin, vécu comme ministre et subi comme candidate à la mairie de Paris. Vous rappelez aussi que vous avez été vivement et violemment critiqué avant que vous ne soyez renvoyé devant la Cour de justice de la République. Vous avez vécu ça comme une injustice ? Oui, on peut le dire. Oui, mais parce que je pense que personne n'a vraiment cherché à savoir ce qui s'était passé. Personne ne me l'a vraiment demandé d'ailleurs. Hein. Je crois qu'aucun journaliste ne m'a demandé ce que j'avais fait en janvier ou février 2020. Bizarrement, aucun des rapports qui a été publié sur la crise pour faire le point, retour d'expérience, aucun de ces rapports ne m'a demandé ce que j'avais fait. Tout le monde a intégré en fait ce qui circulait sur les réseaux sociaux comme une évidence, sans se poser la question de savoir si c'était vrai ou faux. Les réseaux sociaux, justement, ce qui était vrai ou faux. On a vu apparaître, entre guillemets, une nouvelle race de personnalités, des experts, ou les pseudo-experts. D'abord, au moment de la crise des Gilets jaunes, après le Covid ou la Covid, l'Ukraine et aujourd'hui Israël-Gaza. L'apparition, quelque part, d'illuminés, de complotistes, donc sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Comment vous avez vécu ça ? Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Moi, ce qui m'a troublée, en fait, il est clair que ma descente aux enfers est partie des réseaux sociaux, avec des thèses complotistes qui ont été très, très rapidement diffusées sur des réseaux Facebook de Gilets jaunes. Enfin. Mais ce qui m'a troublée, c'est la porosité entre les réseaux sociaux et la presse régulière. C'est-à-dire que la presse régulière s'est emparée de ce qui montait. Certains journalistes disent aujourd'hui que les réseaux sociaux, ce sont les éditeurs en chef d'un certain nombre de journaux, mais j'ai pu l'observer. C'est-à-dire que sans même chercher à confirmer des informations, ils se sont emparés et j'ai vu des... Et ça faisait l'objet de débats pendant des heures et des heures. Des heures, et j'ai vu des journalistes les plus... Mais vous les citez dans votre livre, je ne les citerai pas. Non. Hein, mais vous les citez dans votre livre. Et vous en citez une en particulier, par rapport au professeur Raoult. Hein, et donc ça a été un choc aussi pour vous, ça ? Oui, en fait, je ne suis pas étonnée parce qu'on sait que les crises font dysfonctionner les sociétés. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'on ait des réflexes assez archaïques, assez proches de ce qu'on voyait lors des épidémies du Moyen-Âge, c'est-à-dire la recherche d'un bouc émissaire qui soulage en fait, parce que ça permet de trouver quelqu'un de responsable de son malheur. Le complotisme et les fausses informations qui circulent, on le voit. Et ce qui est très intéressant, c'est de relire Camus et de relire La Peste. Je l'ai relu avant de publier le journal. C'est absolument fascinant de voir comment les sociétés, même au XXIe siècle, continuent de fonctionner de la même façon. Alors, vous parlez de bouc émissaire, on parlera de ça tout à l'heure, puisqu'il y a dans votre livre un chapitre sur l'antisémitisme qui a accompagné cette crise du Covid.
et qui vous a ciblé directement avec votre famille et puis aussi Jérôme Salomon. On en parlera tout à l'heure. La Cour de justice, je vous pose la question, vous me direz ce que vous pouvez en dire ou pas. Quel jugement vous portez sur les juges de la Cour de justice de la République, la manière dont on doit dire ils se sont acharnés sur vous? Je ne parlerai absolument pas des juges, puisque l'instruction est en cours, et donc les magistrats instructeurs continuent d'instruire ce dossier. C'est un dossier immense. J'ai lu le livre d'Édouard Philippe, il dit qu'il y a 700 000 pages, alors je n'avais pas fait le calcul, il y a des dizaines de milliers de codes, donc je ne pense que personne ne pourra jamais... Basé en partie sur des articles de presse. Alors, il y a tous les articles de presse qui sont traduits de l'anglais en français. Il y a tous les ordinateurs qui ont été vidés du ministère de la Santé, du ministère de la Défense. Enfin, bien sûr, ça fait des milliers et des milliers de pages. Moi, je ne veux pas aujourd'hui juger du travail des magistrats. Ils sont en train de faire leur travail. Ils donneront des conclusions. Je ne sais pas quand. Parce que ça dure longtemps. Ça dure très longtemps. Ce que je remarque quand même, c'est que la justice passe, elle fait son travail. La Cour de cassation en assemblée plénière, c'est-à-dire vraiment la formation juridictionnelle la plus haute de notre pays, a annulé ma mise en examen, ce qui est une décision très rare. Ils n'ont pas cassé la mise en examen, ils ont annulé. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que les juges d'instruction... Oui, les juges d'instruction avaient été trop loin en me mettant en examen face aux documents qu'ils avaient. Et d'ailleurs, quand vous voyez le fait qu'Éric Dupond-Moretti était relaxé... C'est un autre sujet, parce que lui a été jusqu'au procès. Moi, je ne suis pas du tout... Voilà, moi, je ne suis pas mise en examen, en fait. On ne peut même plus dire que je l'ai été. Mais ça pose de problème quelque part là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que mes avocats m'ont toujours dit qu'il fallait faire confiance dans la justice et qu'à un moment... La raison, le travail aussi d'instruction portait ses fruits et qu'il faut du temps. Et ce temps-là, c'est le temps de l'instruction, le temps d'un jugement, mais qu'à la fin, la justice, il faut lui faire confiance. Et je suis heureuse pour Éric Dupond-Moretti de la décision qui a été... Alors, quelle leçon vous tirez de cette crise, j'allais dire, pour le passé, pour le présent et aussi pour l'avenir? Alors, pour le passé, ça n'a pas... Oui, je l'ai raconté, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le futur, plutôt. Je pense que nous n'avons pas du tout tiré les leçons de la crise. En tous les cas, pas du tout les bonnes leçons. C'est-à-dire qu'on a identifié ce qui avait dysfonctionné en partie, et on est en train de, quelque part, se préparer à une crise similaire. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre aujourd'hui à une crise similaire. Je continue de penser que si une crise très différente survenait, et c'est le principe des crises en réalité, elles ne surviennent que si on n'est pas préparé. Enfin, en tous les cas, si la préparation qu'on fait est mise à mal par l'événement qui survient. Eh bien, je pense que si un événement qui survenait aujourd'hui était de nature extrêmement différente d'un virus respiratoire, je continue de penser que nous ne sommes pas préparés. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que on se préparait énormément à une pandémie mondiale avec un virus respiratoire. Tout le monde se préparait. On avait des exercices de crise. Mais ça serait quoi le risque aujourd'hui? Quel type de crise? En fait, il faut faire de la science-fiction. Il faut essayer de penser en dehors des sentiers battus. Je dis n'importe quoi, mais un virus qui serait dans la glace du permafrost qui est en train de fondre, un prion chez le mammouth, je ne sais pas quoi d'autre. Mais en fait, il faut vraiment arriver à penser... totalement en dehors des sentiers battus. On s'est énormément préparé à un virus respiratoire pendant 20 ans, avec l'OMS, avec des traités internationaux qu'on a mis en place, etc. Et pourtant, nous avons été dépassés par rapport à cette préparation. Et donc, ça n'est pas qu'on ne s'est pas préparé, c'est que le virus avait des caractéristiques qui dépassaient la façon dont on a pensé. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part qu'initialement, il y a un mensonge du côté de la Chine? Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a en tous les cas un retard au partage d'un certain nombre d'informations, notamment de la transmission interhumaine par le gouvernement chinois en janvier, qui aurait permis de mieux se préparer peut-être un peu plus tôt. Et puis, il y a eu un déni quand même. Il y a eu un déni. Alors, c'est très intéressant parce que ce problème de préparation et de déni, il est absolument partout pareil dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde se préparait de la même façon dans les pays occidentaux. Le déni des experts sur le fait que ce serait une grippette,
On l'a senti dans tous les pays occidentaux. Moi, j'ai eu énormément de mal à mobiliser les pays européens parce que je voulais un Conseil des ministres européens. Personne n'en voulait, personne n'y croyait. Donc, voilà, ça interroge sur notre capacité à identifier même le danger. Et alors, on avance sur la gestion de cette crise. Est-ce que ça n'a pas été quelque part une affaire d'hommes, essentiellement d'hommes? Oui, Vous, alors je l'évoque. Femme médecin, femme professeur de médecine, femme ministre. Oui, je pense que la parole des femmes n'a pas le même poids, malheureusement. Peut-être parce que nous sommes un peu moins péremptoires et nous exprimons souvent plus de doutes. Il y a un biais, notamment chez les gens qui ont fait une très belle carrière, ce qu'on appelle le biais de surconfiance, qui fait qu'on est assez péremptoire. Et je pense que ça a un peu nuit à la décision publique. Surconfiance, c'est pas l'effet Dunning-Kruger. Alors c'est encore un autre effet, c'est pas tout à fait ça. Dunning-Kruger, c'est des experts. C'est-à-dire plus ils sont incompétents, plus ils ne mesurent pas leur niveau d'incompétence et se permettent de parler de n'importe quoi. C'est le cas parfois, c'est le cas chez tout le monde en fait. C'est un risque qu'il faut réaliser que quand on a... Et chez les politiques aussi. Hein. Bien sûr, mais quand on manque d'un certain nombre de connaissances, on ne se rend même pas compte de son niveau d'incompétence et on se permet de parler de choses qu'on ne connaît pas. Alors, au passage, en tant que médecin, et là on sort de la crise du Covid, vous êtes prononcé très récemment, il y a une semaine je crois, contre la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, voulue par le Sénat, rétablie par les députés en commission dans le cadre du projet de loi sur l'immigration. Et vous avez poussé ce coup de gueule dans Le Monde, je vous cite, « Qui peut penser qu'un hypothétique refus de soins décourage l'immigration clandestine ?» Et vous ajoutez « Cette obsession de supprimer l'AME est étonnante provenant d'élus clamant régulièrement leur attachement à la prévention et à l'hôpital public. » C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette tribune... Et d'ailleurs, je complète ma question. Quelque part, quand vous dites ça, ça nous renvoie au début de l'émission sur... L'éthique. L'éthique et la mémoire de votre père. Oui. En fait, je n'imagine pas que un humain, quel qu'il soit couvert par l'AME, pas couvert par l'AME, arrive dans un hôpital avec une souffrance, mal au ventre ou une maladie connue, et qu'on refuse de le soigner. En fait, c'est totalement impossible par rapport au serment d'Hippocrate. Et donc, ce que je dis dans cette tribune, c'est que on peut supprimer l'AME, on peut décider de réduire le panier de soins, on peut décider de réduire la couverture dans la durée, mais en réalité, on se masque vraiment la vérité. La vérité, c'est que quelle que soit la personne qui se présentera à l'hôpital public aujourd'hui, on le soignera. Et plus tard on le soigne, plus ça sera grave pour lui et pour les autres. Exactement. J'avais appelé cette tribune au départ, mais Le Monde n'a pas voulu garder le titre, « Cacher ce soin que je ne saurais voir ». En fait, les gens seront soignés. Et donc, je trouve qu'on prend le sujet de l'immigration irrégulière par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la conséquence. C'est-à-dire qu'on a des gens sur le territoire qui sont parfois malades, ou parfois pas d'ailleurs, mais parfois malades et qu'il faut soigner. Et on demande quelque part aux médecins hospitaliers de refuser de les soigner, comme si ça allait régler le problème de l'immigration clandestine. Donc, je dis, préoccupons-nous de ces politiques publiques par le bon côté de la lorgnette. Comment on travaille en amont, comment éventuellement on reconduit des gens à la frontière, etc. Il y a des vraies questions, mais ne demandons pas... Ne touchons pas à la santé. Mais ça ne peut pas être la santé. C'est éthique, comme vous dites. Exactement. Au-delà de ce qui était bon, est-ce qu'il est bon et salutaire de légiférer une nouvelle fois sur l'immigration? Et ce n'est pas une émission politique, c'est juste pour savoir ce que vous en pensez. C'est une question très difficile parce que, en fait, là encore, je trouve qu'on masque un problème qui est beaucoup plus large. Bien sûr qu'il y a un problème de flux migratoire et on sait aussi de l'instrumentalisation qu'il peut y avoir derrière pour déstabiliser nos sociétés. Tout ça est vrai. Il y a un problème aussi d'intégration. Alors, on peut dire que nous n'avons pas su intégrer un certain nombre de personnes, nous n'avons pas voulu peut-être, ou ils n'ont pas voulu eux, ou enfin, je ne sais pas en fait quel est le constat. Mais il y a un problème global d'intégration. Mais plus d'intégration que d'immigration. Voilà, je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est la deuxième génération. C'est pas forcément l'immigration clandestine. Absolument, parce que la plupart des immigrés aujourd'hui, ils cherchent à travailler, ils cherchent à, voilà, ils cherchent à mieux vivre. Aujourd'hui, c'est plus l'intégration. Le problème qui me gêne le plus, c'est qu'on est en train d'admettre, et qu'une classe politique, une certaine partie de la classe politique, est en train d'admettre qu'on doit changer de modèle, qu'on doit avoir un modèle communautaire, qu'on doit l'accepter à l'anglo-saxonne, parce que c'est aussi l'Angleterre. Donc à l'anglo-saxonne, qui n'est pas le modèle français. Moi, je pense que la France doit se battre sur ses modèles. Elle en a plusieurs. Un modèle de laïcité que personne ne comprend, mais il est magnifique.
un modèle effectivement d'universalisme et d'intégration que d'autres pays n'acceptent pas, ne comprennent pas. Ils appellent ça du racisme. Moi, je suis fière, en fait, de cette intégration. Ma famille s'est intégrée. Vous êtes un fruit de cette intégration. Je suis un fruit et et ce pays, je l'adore. J'en suis tellement fière, je suis tellement heureuse d'avoir été élevée dans ce pays et d'avoir servi ce pays. J'aimerais en fait qu'on garde ce modèle comme le modèle français. Alors au passage, vous avez vu que l'assassinat du jeune Thomas à Crépol, il y a 15 jours, a débouché sur un regain de manifestations de l'ultra-droite, notamment le week-end dernier à Paris, au cours de laquelle des manifestants ont fait le salut nazi devant la Sorbonne. L'ultra-droite, c'est un danger, une menace pour la France et la démocratie. Est-ce que vous faites un lien entre l'ultra-droite et le Rassemblement national ? Je trouve évidemment que le Rassemblement national a réussi d'une certaine façon sa normalisation aux yeux de l'opinion publique. Mais elle a réussi continue de savoir... C'est justifié ou pas cette normalisation ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'arrière-cuisine. Ce qui me gêne, c'est l'arrière-cuisine. Et quand je vois l'affichage de M. Bardella au Portugal récemment avec les ultra-droites européennes et avec des gouvernements qui prennent des décisions extrêmement liberticides, comme Orban par exemple, en réalité, ça montre bien que cette normalisation, c'est une façade. Et c'est ce que je crains, c'est-à-dire que je crains aujourd'hui qu'on se laisse bercer par cette normalisation, alors qu'au fond, il reste au sein du Front National une ultra-droite, réactionnaire, potentiellement aussi antisémite, et que... Vous êtes ultra-droite ou extrême droite Rassemblement national ? Je crois qu'en réalité, je pense qu'il y a une forme de continuum. Mais est-ce que vous dites, par exemple, vous vous souvenez ce qu'avait dit Duclos en 69, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Au moment de l'élection présidentielle, le deuxième tour, c'était Pompidou, enfin, bref, il avait dit blanc, bonnet, bonnet, blanc. Est-ce que vous diriez, ultra-droite, Rassemblement national, c'est brun, bonnet, bonnet, brun ? Non, c'est un continuum, un continuum, et d'ailleurs, je pense que les électeurs du Rassemblement national ne sont pas forcément tous, heureusement, extrémistes, radicaux, etc. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y a un continuum, mais je pense que dans l'antichambre du Rassemblement national, je pense que quelque part le nettoyage ou la limite avec ces groupuscules d'extrême droite n'a pas été posée. La crise du Covid, vous en avez donc parlé dans votre livre, a été à l'origine d'une campagne violente antisémite contre vous. Je vous cite, « La crise sanitaire a réveillé les dangereux démons antisémites partout dans le monde. En France, Soral et Dieudonné sont les initiateurs de la haine contre moi. Mon mari, Yves Lévy et Jérôme Salomon, sans que personne ne s'en émeuve. » Comment d'abord vous expliquez ça? Et puis vous dites aussi, subir cela est un choc pour la citoyenne française, républicaine, et comme vous venez de le dire, et laïque invétérée que je suis. Un choc qui, je suppose, laisse des traces. Oui, bien sûr. Alors, je vais faire le lien. D'abord, je vais faire le lien avec le Rassemblement national, parce que la personne qui a le plus relayé ces thèses complotistes et antisémites, c'était le député Gilbert Collard, qui à l'époque faisait partie du Rassemblement national, n'avait pas rejoint, qui n'avait pas rejoint Zemmour à l'époque, il faisait partie, il était membre du Rassemblement national. Et quand on voit les vidéos Gilbert Collard contre mon mari, moi, vraiment avec des thèses complotistes, avec des propos antisémites qui ont été vus des millions de fois autour du 24-25 mars 2020, on comprend ce que je viens de dire précédemment sur ce continuum et l'antisémitisme de cette arrière-cuisine. Après, oui, c'était très choquant. Mais... D'ailleurs, vous bénéficiez depuis d'une protection policière. Hein. Absolument, je bénéficie depuis d'une protection policière, mais en réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Donc, malheureusement, c'est un antisémitisme qui essaye de trouver tout événement pour se réveiller et qui s'est réveillé au moment du Covid. Ça n'est pas étonnant, ça a été noté partout dans le monde. Il y a eu des articles internationaux dans des journaux scientifiques qui ont rappelé
l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid, avec des thèses complotistes à peu près partout dans le monde. La Commission européenne a publié un rapport en avril 2020 pour alerter les États sur le fait qu'il y avait énormément de thèses complotistes antisémites à propos du Covid et qu'il fallait légiférer ou au moins avoir des plans de lutte. Donc, en France, ça s'est porté contre Mais moi, Jérôme Salomon. Est-ce qu'on y a assez fait Personne n'a réagi. Ouais. Personne, alors sauf quelques journalistes de Check News, entre guillemets. Donc, il y a eu Libération, il y a eu France Info, il y a eu quelques-uns qui ont fait le travail. Mais il n'y a pas eu de réaction gouvernementale. Il n'y a eu pratiquement pas de réaction des associations militantes. Alors, le Covid était... peut-être tout écrasé, mais en tous les cas, je me suis sentie extrêmement seule. Et les représentations juives n'ont pas non plus réagi, en ce qui me concerne. Oui. Et ça explique peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Hein, on va en parler. 2 mois après, justement, les massacres terroristes du Hamas du 7 octobre. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé? Comment vous le ressentez? Quelque part, est-ce que vous avez pleuré? Parce que beaucoup de gens ont pleuré. Non. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'ai été sous le choc. Vous avez souffert de la barbarie, en fait. Sous le choc parce que je pense que depuis la Shoah, on avait quand même l'impression que la barbarie antisémite avait atteint son acmé et que quelque chose comme ça ne pouvait plus survenir. Que ça pouvait peut-être survenir à l'échelle individuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fous à un moment. Mais à cette échelle-là... Un pogrom. Pardon, c'est un pogrom. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est absolument monstrueux. Ce qu'on entend est absolument monstrueux. Je crois que même les films qui ont été montrés aux députés, aux sénateurs ne comprennent pas la totalité des images. Parce qu'elles 43 minutes, on voit un certain nombre d'images, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout parce que certaines sont encore plus insoutenables. Donc, c'est Mais vrai il y a des scènes terribles. Je pense que je suis trop sous le choc pour pleurer. Je pense qu'il y a eu une vraie rupture. D'ailleurs, si votre père était encore là, était en vie, qu'est-ce qu'il dirait? Je me suis fait cette réflexion, j'étais heureuse qu'il soit mort. C'est la première fois que je peux le dire, hein, parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté. Il a passé sa vie à témoigner de son expérience de la Shoah pour essayer de réveiller les esprits à l'humanisme envers tout le monde. Et c'était un grand humaniste. Et je pense que de voir quelque chose de cette violence-là l'aurait absolument bouleversé. Donc, voilà, je ne peux pas pleurer parce que c'est trop violent. Et ça m'interroge sur notre avenir. C'est, je dirais, la première fois de ma vie. Sur notre avenir, c'est-à-dire? L'avenir de l'humanité, globalement. Est-ce qu'on est... Enfin, si des choses comme ça peuvent encore se produire au XXIe siècle... Sûr qu'on ne dise pas grand-chose, hein, parce que depuis, ça remonte à 2 mois, on a l'impression que ça a été oublié, qu'il y a un déni sur le 7 octobre. Je crois que tout le monde ne l'a pas oublié, heureusement, mais il y a une forme de négationnisme chez certains. Et Qu'est-ce que vous appelez négationnisme? C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que ça existait, on ne veut pas en parler. Un certain nombre de journalistes expliquent que Al Jazeera, la chaîne en arabe, pas en anglais, mais en arabe, n'a pas du tout fait état de l'attentat. C'est-à-dire qu'elle a présenté l'entrée du Hamas du 7 octobre comme une guerre de territoire, comme s'ils avaient récupéré du territoire en Israël. C'était le territoire d'Israël. Hein. Mais ils n'ont pas du tout parlé des exactions. Et donc on peut comprendre quelque part la réaction d'un certain nombre de pays arabes. De ce qu'on appelle la rue arabe. De ce qu'on appelle la rue arabe, qui n'est même pas informée qu'il y a eu cette barbarie. D'ailleurs, au passage, Israël cible de toutes les critiques pour sa guerre menée contre le Hamas à Gaza. Vous comprenez ces critiques ou pas? Et d'ailleurs, on va dire, hein, quand on voit que des civils sont touchés, des enfants sont touchés, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, c'est pareil. Les images sont insupportables. Ouais. Vous êtes médecin, les images de Gaza sont insupportables, évidemment. Donc nous avons... c'est toujours pareil. On a ce devoir d'humanité vis-à-vis de tous les humains. Après, est-ce que l'armée israélienne a une réaction disproportionnée? C'est aujourd'hui clairement dans le débat. Je ne suis pas apte à en juger. Je ne sais pas quels sont les objectifs de l'armée israélienne.
Si c'est libérer les otages, voilà, je pense que la communauté internationale devrait peut-être porter ce message. C'est-à-dire les otages contre la paix ou un cessez-le-feu. C'est pas exactement Avec ce qu'on aussi entend. un rôle quelque part un peu trouble de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'avait pas été exemplaire Pendant pendant la la guerre, Shoah. hein, on est d'accord. Ouais, Hein. ils n'avaient rien vu. Ouais. Ils n'étaient au courant de rien. Ils voulaient rien voir. Ils ne voulaient rien voir. Après, sincèrement, Vous faites je un ne suis parallèle pas... entre Non, en la fait, Shoah et ce qui se passe aujourd'hui? Non, parce que je n'aime pas parler Ouais. de sujets que je n'ai pas creusés. Ouais. Et objectivement, je n'ai pas les moyens de savoir. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez, ou plutôt, qu'est-ce que vous comprenez à la position d'Emmanuel Macron s'agissant de la guerre d'Israël à Gaza? Là encore, moi, c'est de la politique étrangère de Ouais. la France. Alors, en gros, il vous a déçu ou pas? Voilà, la question est plus directe. En fait, j'ai été plus choquée de sa position sur la manifestation contre l'antisémitisme. De ne pas y être allé? Non, c'est ne pas de pas y être allé, parce que je comprends éventuellement qu'un président de la République ne défile pas, et c'est pas forcément sa mission. Mais c'est plutôt d'avoir dit qu'il était garant de l'unité de la nation. Et là, ça m'interroge, parce que c'est quoi l'unité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il met dans la balance? Ça veut dire mettre en balance quoi? opposition, La lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire les gens qui manifestent contre l'antisémitisme, versus quoi? Qu'est-ce qu'il a de l'autre côté? Donc versus, on veut dire, on va préciser les choses, hein, versus les banlieues, les quartiers, Et la communauté musulmane. Et là, je trouve que c'est une erreur fondamentale de positionnement, parce qu'on ne peut pas opposer la communauté juive et musulmane dans notre pays. Et vous l'avez dit? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire, mais en fait, il n'y a pas d'opposition. Mais ça veut dire que vous êtes une déçue d'Emmanuel Macron ou pas? Non, je parle Ouais. de ce Non, mais est-ce que ça peut positionnement-là. aller- ouais. Et vous savez, comme Ouais. tout le monde, il fait des choses très bien, et parfois je suis d'accord, et parfois je ne suis pas Et d'accord. parfois, vous n'êtes pas d'accord. Autre chose, ça c'est une question grave. Agnès Buzyn, vous êtes une femme, vous êtes médecin, ancienne ministre de la Santé. Les massacres du 7 octobre ont été accompagnés de viols avec mutilation des parties génitales et des tortures des victimes, des actes de barbarie planifiés par la direction du Hamas, le viol comme méthode de guerre, comme arme de guerre. Et pourtant, les militantes d'associations féministes, les organisations féministes qui manifestent en scandant « Nous sommes tous des enfants de Gaza » restent silencieuses à propos de ces viols. Est-ce que l'on peut être féministe, manifester en occultant le martyre des femmes israéliennes violées avant d'être massacrées par les terroristes du Hamas du 7 octobre? Clairement pas. Et c'est là où je me dis que je ne dois pas avoir la même vision de l'humanisme ou de l'égalité des personnes. En réalité, on ne peut pas s'offusquer aujourd'hui d'une torture. On ne peut pas ne pas s'offusquer. Ou ne pas s'offusquer d'une torture, alors que l'essence même de la lutte de ces associations féministes, c'est de ne pas utiliser la femme comme un instrument, en fait. Et donc, arme de guerre, quand même, le viol, arme de guerre. Et donc, mais ça peut être aussi dans les violences Ouais. au niveau national. Donc, aujourd'hui, on devrait défendre toutes les femmes. Et c'est ça qui me choque aujourd'hui, c'est qu'il y a deux clans qui s'affrontent. Deux clans, comme si on n'avait plus l'espace pour penser l'universalisme. Ça, pour moi, c'est très troublant. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, chacun vit dans sa bulle et que les bulles se séparent les unes des autres et que les extrêmes s'éloignent les uns des autres et qu'il n'y a plus de place pour penser le commun. Et là, c'est un exemple au niveau international. Qu'est-ce que ça dit, l'évolution des mouvements féministes? C'est qu'elles sont dans une bulle et qu'elles ne se rendent même plus compte qu'elles ne luttent pas aujourd'hui pour le bénéfice de toutes les femmes. En tous les cas, moi, je trouve que notre devoir aujourd'hui en tant qu'enfant de la République, citoyen français, c'est d'essayer de rappeler à tous ces extrêmes qu'on entend partout qu'il y a un espace au centre pour les gens de bonne volonté, les gens qui se respectent, les gens qui respectent les autres, quels qu'ils soient dans leurs différences, et qui s'offusquent de barbarie, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Cet espace-là, il n'est plus aujourd'hui incarné. Et ça me trouble. Alors, parmi ces extrêmes, je suppose que vous pensez à cet extrême, il y a LFI, la France Insoumise. Ces massacres, des assassinats de plus de 1200 Israéliens et étrangers, dont 40 Français, qui n'ont pas suffi à LFI pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Jean-Luc Mélenchon qui parle d'un massacre de masse, de génocide, et qui a même comparé Gaza et Guernica. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Gérard Larcher l'a dit. Oui, est-ce que vous dites comme lui? Est-ce que vous dites comme lui? Voilà la question. Ferme ta gueule.
Alors, j'ai appris qu'en communication politique, les excès ne sont pas toujours, ne servent pas toujours la cause. Après, parfois, je pense à Ségolène Royal qui parlait des colères saines. C'est peut-être une colère saine de Gérard Larcher, en tous les cas. Mais vous diriez ça ou pas, vous, non? Bon. De quelle manière vous pouvez le dire? C'est ça que De quelle manière je pourrais le dire? Ouais. Aujourd'hui, il ne faut plus l'écouter, en fait. Il va continuer à parler. Évidemment, il traite, je dirais, un mouvement quasi sectaire auprès des députés qui, quelles que soient leurs erreurs, continueront dans leur ligne parce qu'il ne faut jamais reconnaître son erreur. Et il a clairement décidé de choyer un électorat. Je pense qu'il frise l'antisémitisme en permanence sans pour autant pouvoir être accusé sur le plan juridique. Voilà, on a compris. Je pense qu'il ne faut plus l'écouter. Je pense qu'il participe à la déstabilisation de notre pays. Il participe à la montée des extrêmes. On le sait que les extrêmes se nourrissent l'un l'autre. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce auquel j'aspire, c'est qu'il y ait une voix forte avec une vraie colonne vertébrale qui rappelle les fondamentaux de l'universalisme républicain, de la voix de la France, et qui critique toutes ces personnes qui vivent dans leur bulle et ne sont plus capables de reconnaître la souffrance de l'autre. Un rappel, en 1986, je suppose que vous vous en souvenez, Jean-Marie Le Pen avait été condamné pour antisémitisme insidieux après avoir ciblé très salement les journalistes Jean-François Kahn, Jean-Pierre Elkabbach, Yvan Levaille et Jean Daniel. 37 ans après, Jean-Luc Mélenchon cible donc des journalistes comme Rutel Krief le week-end dernier, des personnalités politiques ou pas, en tout cas qui ont un point commun, celle d'être juifs, comme Yael Braun-Pivet. Dès 2013, il avait fait ça avec Pierre Moscovici en déclarant qu'il ne pensait pas la France, mais la finance internationale. Plus récemment, il a attaqué le président du CRIF, Patrick Drahi, le tout à travers des déclarations au relent douteux. De quoi s'agit-il? Vous avez un peu évoqué ça à l'instant. D'un antisémitisme insidieux ou d'un antisémitisme tout court visant à fidéliser un électorat obnubilé par la haine d'Israël et des Juifs? C'est un antisémitisme insidieux, puisqu'il ne dit jamais, entre guillemets... et Le Pen a été condamné pour ça. Hein. Voilà, mais donc c'est un antisémitisme insidieux. D'ailleurs, moi, dans les derniers mois qui se sont écoulés, j'ai eu en permanence des tweets extrêmement violents d'une députée de la France Insoumise, dont on sait... Ercilia Soudé. Absolument, qui a un antisémitisme obsessionnel. Elle a un antisémitisme obsessionnel, et donc elle s'en est prise à moi récemment. Voilà, mais là, il y en a quelques-uns comme ça, à la France Insoumise. Hein. Bon, je ne veux pas tous les citer. Non. Je suis certaine, parce que j'en connais certains, que tous ne le sont pas. Je suis certaine que certains sont gênés. Le problème, c'est qu'ils ne le disent pas. Et c'est le problème de la NUPES. Ils ont peur de le dire. Ils ont peur de le dire. Et c'est le problème de la NUPES. Je ne comprends pas ce moratoire du Parti socialiste. À un moment, je pense qu'il faut avoir du courage. Parce que vous venez de la gauche, hein. Oui, je viens de la gauche. J'ai voté socialiste toute ma vie. Du centre-gauche, ce qu'on appelait à l'époque la social-démocratie. Est-ce que ça a encore un sens? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que la fracture, ça soit la droite et la gauche. Je trouve que la fracture, c'est entre les gens qui ont du courage, des convictions, une colonne vertébrale, et ceux qui, aujourd'hui, louvoient dans des concepts plus ou moins clairs pour, quelque part, tirer leur épingle du jeu sur le plan politique. Et ça, je trouve que ça ne sert pas notre pays. Nous avons besoin d'une vision claire, de propos clairs, et qui visent le long terme et l'unité nationale. L'unité nationale, servir notre pays, quand Mélenchon et ses amis, ses camarades de la France Insoumise font de telles déclarations, est-ce qu'ils ne peuvent pas favoriser le passage à l'acte antisémite, éventuellement armer les tueurs anti-juifs? Je ne sais pas. Certainement, peut-être. Je ne suis pas une spécialiste du passage à l'acte psychiatrique. Il est clair que, quelque part, cette période a ouvert la porte à une violence physique. On est passé de la violence verbale, mais quelque part, le passage à l'acte du Hamas a permis aussi, je pense, la conceptualisation du passage à l'acte physique. Et on dit aujourd'hui en France, des députés, il y a eu Daniel Obono, un mouvement de résistance. Il y a quelques jours, Sophia Chikirou, députée La France Insoumise,
qui dit « Vive la résistance palestinienne ». Hein? Ce que je pense, c'est que ces gens-là n'ont pas la vision historique. Le présent leur suffit. Ils se meuvent dans le présent. Ils n'ont ni la vision de l'histoire ancienne, ni la vision de ce qui va nous arriver. En réalité, c'est... Et c'est pas valable dans tous les domaines. Mais on oublie que le Hamas est avant tout un mouvement islamique qui nie la place des femmes, qui est d'une violence sans nom vis-à-vis de la communauté LGBT. Mais comment peut-on considérer que ça peut représenter la résistance? Et quand vous voyez ça, ça vous donne envie de refaire de la politique ou pas? Ça me donne envie en tous les cas de parler. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui et que j'ai accepté votre invitation, parce que, en fait, je suis confiante sur le fait qu'il y a une voix centrale. Je suis confiante sur le fait qu'il y a une grande majorité des Français qui respectent le bon sens, la raison et ne supportent plus les propos outranciers des uns et des autres, et qu'il faut incarner ce centre républicain et qu'il faut une voix forte avec des principes, rappeler des principes. C'est pour ça que la lutte contre l'antisémitisme, comme la lutte contre le racisme, ce sont des principes forts et intangibles de notre République. On ne doit pas avoir peur de lutter contre l'un ou l'autre. Que vous êtes qui dit ça, hein? Absolument. Merci en tout cas Agnès Buzyn. Avant de conclure, je rappelle que votre livre Journal est publié aux éditions Flammarion. Merci en tout cas d'avoir répondu. Pardon? Je veux dire que tous les droits d'auteur sont reversés à la Fondation des Hôpitaux. Merci d'avoir précisé. Et c'était important de le savoir. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Au revoir, merci.